nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Dans la société actuelle, les problèmes de dépendance semblent de plus en plus criants et peuvent évidemment diriger les individus vers des situations souvent plus pénibles. Afin de venir en aide à ces gens, il existe à Thetford un organisme communautaire dont le rôle est essentiel et qui s'active jour après jour pour répondre à leurs besoins et leur donner les moyens de s'en sortir. Aujourd'hui, nous rencontrons Mme Caroline Dubuc, directrice générale du Centre Don Rémy des Appalaches, afin de nous entretenir avec elle de cet organisme et des diverses problématiques auxquelles il se consacre. Bonjour, Caroline. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. À toi aussi? Oui, très bien, merci. D'emblée, pouvez-vous nous parler du phénomène de la dépendance dans la région? Et peut-être quelles sont les formes de dépendance qui sont les plus répandues? Oui, bien c'est sûr que j'ai pas de statistiques très précises, mais par rapport aux gens qu'on côtoie dans l'organisme, soit par nos services en prévention chez les plus jeunes, on va voir divers types de dépendance et de l'exploration aussi chez les plus jeunes. Ouais. Donc, on va souvent parler d'une exploration à l'alcool, au cannabis, parfois des drogues plus dures. Il y a toute la tendance vers la cyberdépendance aussi, la dépendance aux écrans. Chez nos adultes, bien, c'est un peu différent dans les autres services. On va aussi voir là, les dépendances à l'alcool, au cannabis, parfois des drogues plus dures aussi, là, si on pense aux stimulants et tout ça. Là. OK. Parce qu'au fond, l'éventail des drogues sont plutôt nombreuses quand même. Oui, c'est ça. Il y a différents choix, c'est varié. Puis les personnes ont ce qu'on appelle parfois des drogues de choix, là, où est-ce qu'ils vont accrocher à une substance plutôt qu'à une autre. Donc, vont développer là, des différentes dépendances selon leur profil. Bien une question un peu à brûle-pourpoint comme ça. Depuis que la SQDC est lancée, finalement, est-ce qu'il y a plus de dommages à ce niveau-là? Ta question nous revient quand même de temps en temps. Tu n'es pas le seul à te la poser. On n'a pas remarqué de tendances là, qui ont haussé. Pas une évolution non plus. Non, exactement. Vu que c'était plus facile à obtenir aussi. Bien, c'est plus facile, dépendamment du contexte, dans le sens que la légalisation et l'ouverture des SQDC se voulaient être un encadrement de la consommation. Donc, c'est venu avec différents règlements, différentes lois, ce qui fait que l'accessibilité pour les jeunes n'a pas changé. Ouais. Et chez les adultes, bien, ceux qui consommaient ont déjà souvent une accessibilité qui était déjà créée. Donc, peut-être un petit peu plus d'exploration chez certains, mais de là à dire qu'il y aurait plus de dépendance, non. Puis c'est ça, il faut se rappeler de l'encadrement qui amène quand même un accompagnement là, à travers cette exploration-là, souvent. Un autre de vos créneaux, finalement, c'est l'itinérance, qui est devenu un phénomène qu'on ne peut plus ignorer vraiment, même en région ici. Quelle est la réalité de l'itinérance dans la région des Appalaches? C'est-elle plus visible ou cachée? On fait face plus à l'itinérance cachée dans notre secteur si on se compare aux grands centres urbains, là, où est-ce que, bon, ça se vit dans la rue, hein, on croise ces gens-là. Ici, on n'en est pas là. Par contre, on sait qu'elle est grandissante. On le sait par rapport aux demandes de services, oui, mais parce qu'elle est de plus en plus visible aussi. Quand on parle d'itinérance cachée, en fait, c'est des gens qu'on va dire qui sont sans adresse fixe, sans domicile fixe. Donc, ce qu'on va voir ici, ça peut être des gens qui vivent dans une voiture ou qui vont faire ce qu'on appelle le couchsurfing, là, mais qui vont se promener quelques jours chez un sur bon, j'emprunte ton divan, j'emprunte ta chambre d'amis, un membre de la famille, un ami, qui vont tourner comme ça là, à travers leurs ressources. Là. Fait que c'est davantage ça qu'on va voir. Pour ce qu'on parle, tu sais, parce qu'on commence à quand même constater des campements. Mais c'est quand même caché aussi, ça va être reculé. Ces gens-là, on les voit moins. Là. C'est en marge de la société, Exactement. finalement. L'année passée, j'avais rencontré Patrick Naud, des travailleurs de rue, puis il me confiait qu'il y en avait dans le bois. Oui, c'est ça, les gens. Finalement, à divers endroits. Écoute, tu as Disraeli, parce que je viens de ce coin-là, au fond. J'ai su à un moment donné qu'il y en avait aussi à certains endroits. Fait que c'est plutôt isolé, là, les gens. Bien, en fait, c'est pour la tolérance aussi. Hein? Ces gens-là ne veulent pas être forcés de changer d'endroit et tout ça. Donc, vont se mettre moins là, à la vue de tous. Mais ça devient, en tout cas, à mon avis, ça devient un grave problème quand même. Écoute, ces gens-là, dans des températures comme on a eu récemment. Exactement. Mon Dieu, j'ose pas m'imaginer c'est quoi, là. Non, c'est sûr. Quel profil de clientèle votre organisme rencontre-t-il le plus souvent? Bien, il faut se rappeler qu'on travaille, on est un centre d'intervention en dépendance. Donc, quand on parle du profil de la clientèle, c'est souvent des gens, justement, qui, depuis longtemps,
ont pris des habitudes dans la dépendance qui fait qu'ils ont perdu leur réseau de soutien, leur entourage, leurs saines habitudes de vie. On a 2 volets de secteur. On travaille dans un premier secteur en réinsertion sociale où on accompagne les gens qui ont fait un cheminement en dépendance. La thérapie est faite, l'usage de substances, il y a eu du ménage de fait aussi là-dedans. Donc, on est vraiment dans une stabilisation de sphère de vie au niveau du budget, de se réinsérer dans un travail, avoir un nouveau milieu de vie, connaître des nouvelles personnes. Et on a aussi un service là, qui est plus en réponse aux besoins de base, donc des gens qui ont besoin de dépannage alimentaire, vestimentaire, parce que la consommation les a amenés à être confrontés à divers problèmes. Là. Okay. Donc, la consommation a pris le dessus, en quelque part. C'est ça. Fait qu'on va être vraiment dans l'accompagnement de la personne qui, présentement, consomme encore. On espère semer assez de graines pour pouvoir en récolter, finalement, le jour où ils auront le goût de faire un changement, là, d'avoir un lien assez fort avec eux pour amener au changement, mais ça ne se traite pas de la même façon de personnes qui consomment versus celles qui ont arrêté de consommer, puis on essaie de répondre à chacun des besoins. OK, ça varie certainement. Oui. Est-ce que, selon vous, les femmes sont moins susceptibles de souffrir de dépendance ou d'être confrontées à l'itinérance? Je pense pas. Je pense pas que ce soit un... Parce que je pense, dans votre rapport annuel qu'il y avait quand même beaucoup moins de femmes que d'hommes. En effet, je pense que la recherche d'aide peut se faire autrement. OK. C'est vrai qu'on reçoit plus d'hommes, mais je pense pas qu'encore là, la dépendance soit un facteur. Là, c'est pas purement, non, c'est pas purement masculin, c'est sûr. Je pense que, comme on disait tantôt, nous, on est souvent dans le dernier recours, on est au bout de quelque chose. Peut-être que la femme ose plus aller chercher de l'aide avant ou encore là de façon différente. Mais tout dépend plutôt des facteurs de protection qui vont être installés à travers toute la vie par rapport à ce qu'on a accès aussi comme ressources. Là. Okay. Les formes de dépendance, on en a jasé un peu, mais qu'est-ce que vous observez le plus fréquemment, comme chez les jeunes ou les adultes? C'est pas mal beaucoup la même chose, finalement, l'alcool, le cannabis. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut se rappeler que ça s'installe aussi. C'est pas une question de quantité, ça va être une question d'habitude, de fréquence. D'assiduité, d'une certaine sorte. C'est ça, c'est au-delà de la quantité consommée. Okay. C'est quel impact ça a aussi dans nos sphères de vie. Donc, c'est sûr que c'est dur d'attribuer une substance à une dépendance directement. C'est beaucoup l'utilisation puis les impacts là, qui vont déterminer si la personne est dépendante ou pas. OK. Parfait. Quelle est la petite histoire du Centre Don Rémy des Appalaches? Ça fait quand même longtemps que ça existe. Oui, on est ça a là le même âge que moi, à peu près. Là. Bon, sans vouloir trahir votre âge, Don Rémy est installé depuis 1969. C'est donc, ça fait pas mal d'années. La petite histoire, écoute, ça a débuté là, principalement par un centre de jour où est-ce qu'on regroupait les personnes qui avaient besoin d'un repère, de voir d'autres personnes et tout ça, mais ça a évolué avec le temps quand même à travers 6 secteurs d'activité. Donc, à un moment donné, sont venus s'installer les services d'hébergement. Après, il y a plein de choses qui se sont ajoutées finalement au fil du temps. Exactement. Dans les années 90, sont venus s'installer les services en prévention scolaire, donc dans toutes les polyvalentes, dans les milieux adultes. Récemment, on a installé nos services plus au niveau de l'itinérance, là, quand on parle d'accueil inconditionnel, tout ça. Dans la dernière année, on est déménagé pour pouvoir éviter cette mixité de clientèle-là entre ceux qui consomment encore, ceux qui ont fait un processus. Donc, c'est ça un peu la petite histoire courte, là, mais depuis plus d'une 50aine d'années. Là. Ouais. Les besoins sont toujours existants de toute façon. Exactement, oui. Pouvez-vous nous parler brièvement de la mission du Centre Don Rémy et des valeurs qui guident vos actions quotidiennes? Absolument. Nous, on travaille en réinsertion sociale. C'est notre mission principale. Donc, oui, on est un centre d'intervention en dépendance parce qu'on travaille avec cette problématique-là, mais toujours dans une philosophie de réinsertion sociale. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un équilibre de vie à travers toutes les sphères. Donc, autant l'hygiène, l'habillement, la situation financière. L'alimentation. C'est ça. Donc, tout vraiment là, que la personne ait un équilibre, une autonomie là-dedans. Donc, on ne fait pas de thérapie. Souvent, les gens vont confondre parce qu'on travaille en dépendance, mais on travaille avec nos partenaires là, au moment où la personne aurait besoin de thérapie. OK, vous pouvez faire des références à ce moment-là. Oui, exactement. Fait qu'on est là dans son cheminement, mais... Il en existe dans le coin des centres de thérapie? Oui, on a l'Aube de la Paix à Thetford. On a, sinon, dans des régions là, pas trop loin, comme le domaine de la sobriété à Stratford. Oui, c'est vrai aussi. Fait que plus vers le secteur là, qui se rapproche du sud, là, Maison Nouvelle-Vie aussi. Donc,
il y a moyen d'avoir accès. Puis il y a les services aussi publics là, au niveau du centre de réadaptation en dépendance qui est situé, bien, on a un bon lien avec eux, mais à Beauceville et tout ça, on est très partenaires là, ensemble. Parfait. Je pense qu'il est essentiel de présenter les différents services que vous offrez. On va les aborder plus en détail quand même. Mais quels sont-ils au fond? L'hébergement, et du soutien à domicile aussi. La réduction des méfaits, ça m'a intrigué aussi. Prévention en milieu scolaire et sensibilisation. En gros, on regroupe finalement. Ça. On a un continuum là, de services, à risque de me répéter, mais la réduction des méfaits, on va l'appliquer plutôt avec les gens qui consomment encore. Donc, des fois, les gens sont surpris parce que c'est encore un peu tabou, mais au niveau de la distribution de matériel de consommation, exemple, bien, on sait que la personne va consommer de toute façon. Notre but, c'est pas d'encourager la consommation, pas du tout. C'est de la rendre sécuritaire d'une certaine façon. On veut réduire les risques le plus possible. Puis, à chaque fois qu'on le fait, on a un contact avec cette personne-là. Donc, on peut amener aussi la réflexion un peu plus loin à chaque fois. Donc, c'est des principes comme ça de réduction des méfaits là, qu'on va utiliser. Et on a, bien, à travers tous les autres services, tu parlais de soutien à domicile, bien, c'est de poursuivre la réinsertion sociale, n'est pas obligée d'être faite en hébergement, ce programme-là. Si la personne Mais des fois, j'imagine, en hébergement, c'est un milieu plus surveillé que si la personne est à la maison. Exactement. Là, c'est elle qu'il faut qu'elle exerce son contrôle totalement. Ça. Fait que dépendamment où est-ce qu'elle est rendue dans son cheminement, ça peut être pour éviter de venir en hébergement. On ne veut pas perdre tous ses acquis. Elle a déjà un milieu de vie, on veut le maintenir, fait qu'on va quand même travailler avec elle. Parfois, bien, elle a besoin de venir en hébergement puis d'être coupée complètement là, de tout... de son milieu. De son milieu, tout ça, où elle n'a plus de milieu. Ça peut être ça aussi. Si la personne consomme depuis longtemps, fait une longue thérapie, après ça, bien, elle a besoin de venir s'installer avec nous là, le temps de bien choisir son prochain milieu de vie. Sur le plan d'hébergement, ça a beaucoup bougé dans les derniers mois, au fond. Absolument. Vos services ont été réaménagés sur la rue Notre-Dame-Ouest. Quelles sont les raisons qui ont motivé ce déménagement-là? Parce qu'au fond, ce que tu me parlais, c'est qu'à l'autre endroit avant, il y avait un peu une conjugaison des gens qui avaient arrêté de consommer, d'autres. C'est exactement ça. Depuis 2023, on a beaucoup bonifié nos services au niveau des gens un petit peu plus marginalisés, qui sont moins dans une démarche d'arrêter de consommer là, dans un avenir proche. Puis, on se retrouvait au même endroit avec ceux qui venaient faire le programme de réinsertion sociale qui sortaient de thérapie. Donc, on devenait à la fois un facteur de protection, mais un facteur de risque aussi chez ces gens-là qui se croisaient. Donc, c'était notre souci principal de dire bien, comment on peut scinder les deux pour vraiment bien répondre à leurs besoins. Sur la rue Notre-Dame, c'est nos gens en réinsertion sociale là, qui ont complété une thérapie. Il y avait aussi un souci de les intégrer à 100% dans la société. Là, sont dans l'action, sont proches des services aussi, tous les autres services d'aide, d'autres organismes communautaires. Il y a certains commerces autour, sont proches des meetings. Donc, tout est accessible pour eux. Tandis qu'ici, bien, des fois, c'était plus difficile. Malgré que pas loin, c'était quand même moins accessible là, au niveau des services. Puis, ça évite, c'est ça, cette mixité de services rendus qui conviennent à plein de monde, mais des fois, mis ensemble, ça créait d'autres enjeux. Parfait. Quels sont les programmes d'hébergement et de réinsertion sociale proposés? À quelle clientèle s'adresse-t-il? Bien, je vous ai déjà un peu parlé de la réinsertion sociale. En déménageant, ce que ça a permis de faire, c'est de laisser déjà des locaux vacants pour bonifier des services d'hébergement. Ou est-ce qu'on va parler plus d'hébergement transitoire d'urgence? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient cogner à notre porte en disant « j'ai des problèmes de consommation, je veux être hébergé », mais qui n'étaient quand même pas prêts à être actifs dans une programmation assidue où tu dois être en démarche tout le temps, là, à justement trouver un emploi, trouver un logement, tout ça. On était plus dans des situations où, à soir, j'ai pas d'endroit où dormir, je ne sais pas où je vais aller, il fait extrêmement froid, ça peut être des cas typiques. Donc, on se devait refuser ces gens-là. Là, on avait quand même une centaine de refus d'hébergement par année. Ah, OK. Oui. Donc, parce soit qu'on manquait de place ou qu'ils n'entraient pas là, dans les critères d'admission. Donc, ça a laissé place à l'ouverture d'un nouveau service d'hébergement là, pour répondre plus à cette clientèle-là qui a des besoins urgents maintenant, mais qu'après ça, bien, on travaille avec eux là, à les relocaliser au meilleur endroit possible. Mais il peut y avoir des gens
qui vivent l'itinérance, mais Oui. qui n'ont pas nécessairement de problème de dépendance Exactement, c'est ça. Donc, on parle... Notre mission s'adresse aussi à toute personne démunie, là. OK. Donc, puis, tu sais, on se dit, bien, s'il y a trop de risques, il y a quand même un grand risque d'aller vers la dépendance, d'aller vers la consommation. Fait qu'on travaille beaucoup en prévention aussi. OK. Donc, en effet, ces gens-là peuvent être dans une situation... pour plein de raisons, une Oui. perte d'emploi, une séparation, un deuil, dépression, une d'une façon ou d'une dépression, il y a autre. énormément de situations. Donc, l'itinérance, on le voit, c'est grandissant, mais c'est parce qu'aussi il y a un manque d'accès au logement, au niveau... La hausse du coût des logements c'est ça, aussi. le coût de la vie en général, fait que ça a amené un nouveau profil de l'itinérance. Donc, pour répondre à tous ces besoins-là, là, on est venu bonifier un peu nos services. OK. Comment l'hébergement s'inscrit-il dans un parcours global de rétablissement, au fond? Bien, c'est un beau filet de sécurité. Hein? C'est le but des organismes aussi, d'être un tissu social important. Quand on parle d'hébergement, on est vraiment dans le milieu de vie de la personne, où est-ce que là, elle a accès 100 du temps à des intervenants, à des habitudes de vie aussi qui vont être meilleures que celles qu'elle connaissait avant. Donc, on réapprend à se lever tôt le matin, à manger 3 fois par jour, à être actif dans tout ce qu'elle doit penser, autant de faire l'épicerie, faire à manger, faire son budget. Fait qu'on est vraiment actif. C'est de l'accompagnement, là, plus en C'est intensité. réapprendre l'autonomie d'une certaine façon. Exactement, parce que souvent, ils l'ont peu ou pas connu. Donc, on est là pour ça. Puis c'est ce qui vient distinguer des fois d'avoir un suivi ponctuel une fois par semaine, par 2 semaines. Mais là, 100 du temps, tu es dans un milieu encadré. Fait que... Donc, ça facilite les choses beaucoup. C'est ça. C'est une finalement. intensité de service, oui. Parfait. La prévention des dépendances en milieu scolaire est un autre créneau, finalement, de votre organisme. Oui. Comment le centre intervient-il pour les sensibiliser, aussi pour accompagner les jeunes à risque? Parce qu'il y a 2 volets à ça, je crois Oui, bien. bien, c'est sûr, hein? Il y a l'exploration, il y a les faire des choix éclairés, tout ça. Donc, on est chanceux. On a un très bon partenariat avec le Centre de services scolaires dans les OK. Appalaches. Nos intervenants sont présents dans les écoles. Physiquement, ils ont leur bureau OK. dans l'école, comme si c'était un membre de personnel de OK. l'école, mais c'est des services offerts par le Centre Don Rémy. Donc, le but... Et ça, c'est au niveau des polyvalentes de Oui, la région, finalement? exactement. Puis on va aux besoins dans les établissements pour adultes aussi, OK. mais principalement là, dans les polyvalentes. Donc, il y a différents volets. Il y a un volet très universel où on va aller en classe, on va jaser principalement des facteurs de protection. On n'est pas là pour discuter des drogues et des tendances et tout ça. Ce qu'on veut, c'est que le jeune soit suffisamment outillé dans ses passe-temps, dans son estime de soi, dans faire des choix éclairés au niveau de ses amis, résister aux pressions, tout ça. Donc, tout ça dans le but qu'il retarde l'exploration, qu'il fasse les meilleurs choix possibles pour lui. Puis, il y a aussi... qui s'ajoute à ça en rencontre individuelle, en fait, les suivis, parce qu'il y a des jeunes qui ont des questions ou qui ont déjà débuté une certaine exploration, on va dire. Faudrait faire du ménage tout de suite avant que la dépendance s'installe. Avant que ça embarque, C'est là. ça. Puis que là, ça cause des problèmes à l'école, la famille. Les passe-temps prennent le bord. Fait qu'on est là dans ces C'est une deux menace volets-là. existentielle, Ben, d'une certaine c'est ça. façon. Puis il y a toute la curiosité normale chez l'adolescent, Ouais, mais c'est- si on peut l'accompagner là-dedans, ben c'est ça. Ça fait qu'il va retarder ça le plus possible, puis il sera plus mature au moment de faire des choix. OK. Mais mon Dieu, le fait qu'il y ait 2 bureaux déjà... Oui, c'est ça. On est chanceux de cette collaboration-là. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout à mon époque, du moins. Peut-être les problématiques n'étaient pas les mêmes non Non, plus. bien, en tout cas, ça facilite l'accès vraiment à l'intervenant. On n'est pas des inconnus pour les jeunes, donc ça facilite le lien. Oui. Constatez-vous une banalisation de certaines dépendances chez les jeunes? Bien, chez les jeunes puis chez les moins jeunes. OK. Je vais me permettre Si oui, de lesquels, dire. au fond? Bien, il y a tout, si on pense Côté notamment à alcool. l'alcool, tu sais, c'est quelque chose qui est très banalisé. On a l'impression que c'est pas grave. Pourtant, on fait des grands ravages. Oui. Les gens n'ont pas l'impression d'avoir une problématique d'alcool. Pourtant, si on parle d'aller à un souper entre amis puis de pas consommer, de pas offrir de boissons à ses invités, il y a plein de petites habitudes comme ça qui sont venues s'installer, que c'est quand on vient pour les changer que des fois, ça déstabilise un petit peu, mais c'est long avant que les gens... Il y a une grande surconsommation d'alcool aussi, où les gens sont malades, manque du travail. Donc, il y a... Oui, il y a plein de choses qui se passent autour de ça. Oui, exactement. Problème Fait que c'est aussi à la maison,
des choses Hey, c'est comme toutes ça. sortes, hein, au niveau du budget, au niveau des liens. Il y a toutes sortes de comportements qui vont se passer ouais, aussi en c'est ça. consommation d'alcool. Fait que c'est sûr que c'est pas mal notre plus d'analyser, celle-là. Écoute, j'ai commencé à travailler dans un bar à 18 ans. Ouais. Et je pense que l'une des premières choses que j'ai fait de mon côté, c'est OK, il faut que je me contrôle. Oui, c'est Tu ça. sais, je ne veux pas me ramasser Faut se rappeler. Ça peut être bien fait, là. à tu sais. switcher, comment je te C'est ça. dirais. Je voyais plusieurs personnes comme je suis dans un état très normal et 3 secondes après, ben là, j'éclate. là. C'est ça. Ça, j'en ai vu. Faut de pas toutes les dépasser la couleurs, limite. là. Faut bien connaître nos limites, mais Ouais. pour ça, il faut accepter d'en parler puis d'y réfléchir. Ouais, parce que non, j'ai travaillé là, je te dirais, 18 à 26 ans, Quand dans ce milieu-là. Et Toute j'en son ai vu des histoire. vertes et des pas mûres, J'en doute finalement. pas. Le soutien à domicile fait également partie de vos services. Ça Oui. consiste en quoi exactement? Bien, le soutien à domicile, c'est vraiment dans notre mission de réinsertion sociale. Donc, je vous disais tantôt, certains vont terminer une thérapie puis s'en venir directement en hébergement. Puis pendant son hébergement, il va se trouver un milieu de vie, il va rester de moins en moins d'objectifs à atteindre aussi. Fait que ça fait une belle transition douce vers je commence à habiter chez moi, mais j'ai encore une intervenante qui me soutient, qui vient me voir. On se rappelle des objectifs. Qui vient on voir à travaille quelle ensemble. fréquence, Ça au va fond. dépendre des besoins. OK. Donc, on s'ajuste là, vraiment selon la personne. Et la personne va se rendre au domicile. Oui, c'est ça. L'intervenante va se rendre Oui, au domicile. directement dans le milieu Puis ça de va vie. être une discussion, ça C'est va ça. être... Ça va être une discussion. Ça va être aussi toujours avec un souci d'être en action. Donc, là, dire c'est quoi les dossiers qui restent à régler? Qu'est-ce que tu as fait depuis notre dernière rencontre? Qu'est-ce qu'il y a à faire depuis la prochaine bilan, rencontre? finalement. Un bilan, puis de l'accompagnement aussi, des fois, vers des ressources où c'est plus difficile pour la personne. Exemple, un accompagnement chez le médecin, de dire, ben là, je veux rien oublier, ça peut être stressant, ou on a de l'information à échanger parce qu'on a fait, nous, certaines observations. Fait qu'il va y avoir une collaboration comme ça avec les partenaires aussi. Parfait. Quels sont les principaux obstacles, selon vous, à la stabilité résidentielle pour les personnes que vous accompagnez? Ah, bien, il y a plein de choses. Bien, c'est sûr qu'on parlait tantôt d'accessibilité à quelque chose d'abordable, quelque chose qui a de l'allure aussi. Donc, il peut y avoir cet enjeu-là. Il y a l'enjeu aussi qu'on a un très grand territoire avec peu de moyens de transport. OK, parce que vous couvrez toute la La MRC des Appalaches aussi, OK? C'est ça. Fait que des fois, la personne va dire hey, je me suis trouvé un logement dans un village autour, puis on se dit mais t'as pas de voiture, comment tu vas avoir accès au service? Fait que Il y a pas l'enjeu, d'épicerie dans le village. c'est ça, exact. Fait que des fois, le prix peut être plus alléchant qu'en ville, mais quand tu penses aux dépenses que ça occasionne, fait que c'est sûr que ça limite des fois certaines accessibilités. Bien, en fait, ta question, c'était sur la stabilité résidentielle. Puis il y a aussi bien, tout le profil marginalisé de certaines personnes. Bien, des fois, ça convient moins quand tu es dans un bloc avec plein de voisins, puis tu peux avoir, je ne sais pas si tu as pas arrêté de consommer ou certains comportements là, qui peuvent être plus dérangeants chez nos personnes qui rechutent, en exemple, ou qui n'ont pas cessé de consommer. Certains vont très bien là, se réinsérer, mais chez d'autres, Ça va être plus difficile. c'est pas propre à la clientèle de Don Rémy, en fait. C'est vrai chez plein de monde. Oui. Là, si on a un voisin qui est tout le temps sur le party, ça peut être tannant. Mais c'est ça, il y a beaucoup un enjeu d'accessibilité au logement avec un prix qui a du bon sens. Puis des fois, bien, le prix est bas, mais on vit dans des conditions là, d'insalubrité. Dans un quoi que ce taudis, soit. je Fait que dirais, ouais. c'est pas évident. Puis l'éloignement des services aussi, qui est un autre enjeu. OK, parfait. Comment fonctionne l'Espace 360, qui est votre service d'accueil inconditionnel? Oui, c'est un service qu'on a ouvert en janvier 2023, OK. justement en réponse à l'itinérance qui était grandissante. C'est ça, on avait beaucoup de refus de services parce que les gens arrivaient avec des besoins de base, arrivaient avec des besoins qu'on... Bien, ça faisait pas partie de nos programmes, finalement. Donc, il fallait s'ajuster là, à cette réalité régionale-là. Puis cette réalité qui est là hein, partout, on le voit dans les médias, tout Oui. ça. Donc, il fallait s'ajuster à ces besoins-là. Donc, on a eu la chance là, de pouvoir ajuster nos services. C'est un milieu où les gens viennent vraiment... Il y a des dîners chauds qui sont servis le midi. Il y a un accès à une laveuse sécheuse, à des douches. Puis aussi une intervenante qui est là à tous les jours pour vraiment accueillir la personne, prendre en charge avec elle, pour pas non plus qu'elle vienne s'installer ici dans un confort sans vouloir changer sa situation. Là. Ouais. Donc, il y a Toujours une démarche. Bien, cette préoccupation-là à ouais, dire on veut c'est rien ça. cristalliser, nous, on veut que la oui. personne améliore son cas au rythme que ça prendra, mais il faut quand même
évoluer. Il y a même un service d'adresse temporaire, au fond, pour réception du courrier pour les itinérants. Oui, Parc exactement. informatique, Ouais. dépannage alimentaire et d'hygiène. Mon C'est Dieu. ça Il y fait... a quand même... on essaie, c'est quand même quelque chose, quoi, qui est nécessaire pour les gens plus démunis. Oui, c'est ça, exactement. Bien, il y a toujours le phénomène, si tu n'as pas d'adresse, puis là, tu as besoin d'une démarche d'aide financière, ça ne fonctionne pas. C'est des services toujours temporaires qu'on va offrir, justement, pour ne pas ancrer la personne dans sa situation. Puis dire, maintenant que tu as une adresse, fais ce que tu veux, en exemple. Mais c'est pour ça que l'accompagnement est nécessaire. Puis vraiment voir, bon, on t'offre ça aujourd'hui, puis comment on peut améliorer ta situation par la suite. Et comment tu peux améliorer ta situation? Exactement. Parce que souvent, ça commence par nous-mêmes. Oui, bien, en effet, là, la personne doit être mobilisée. Aide-toi, le ciel t'aidera d'une certaine façon. Oui. Pouvez-vous nous expliquer, on a jasé un peu, la réduction des méfaits et pourquoi cette approche est importante? Bien, c'est très... C'est vraiment des dons, comme vous disiez, on fournit des équipements. C'est un exemple, c'est ça au niveau du matériel de consommation, pour toute la prévention des surdoses aussi. C'est l'approche gagnante quand on travaille avec des personnes qui consomment encore, parce que si on force quelque chose, on va les perdre. Donc, le lien que ça crée, mais aussi la réduction des risques, là, on est vraiment là-dedans, savoir si ton matériel est stérile, si tu as accès à des professionnels, à de la nourriture. Bien, on vient un peu mettre d'équilibre dans la vie de la personne, puis éventuellement, elle va être ouverte à un changement. C'est le but souhaité. Il y a un produit, je sais que les travailleurs de rue m'en avaient jasé. Là, qui est... L'analoxone, probablement. Oui, exactement. Exact, c'est comme... C'est quelque chose que vous distribuez aussi. Oui, on est distributeur, là, nous, officiels ici. Donc, les gens qui veulent des trousses, c'est gratuit, c'est confidentiel aussi. Donc, puis ça peut renverser une surdose, fait que dépendamment de la substance consommée, mais quand on parle d'opioïdes, bien, au niveau de la détresse respiratoire, tout ça, ça peut sauver des vies, là. Donc, c'est important d'en avoir. Des fois, c'est pour notre entourage, des fois, c'est pour nous-mêmes. Nous, on est là pour outiller le plus les gens, puis c'est ça, réduire les risques de décès. C'est quand même grand quand on consomme. Donc, puis des fois, c'est pas par choix, c'est parce qu'on ne sait pas que ça s'est retrouvé contaminé dans la substance. Bien, écoute, c'est sûr qu'avec les drogues de maintenant, il y a des substances qui peuvent se glisser aussi. Exactement. On a beaucoup parlé à une certaine époque du fentanyl. Oui, c'est ça. Fait que, on ne sait pas. Il y a eu quelques décès, même dans la région, occasionnés par ça. C'est des substances très volatiles. Des fois, c'est pas prévu ainsi, mais ça s'est retrouvé dans les substances. Puis bien, malheureusement, ça peut créer des décès. Fait que des fois, il y a du monde qui ne savent pas vraiment ce qu'ils consomment. Non, c'est ça, exact. Est-ce que tout ça, les services en réduction de méfaits et tout, distribution de matériel, ça a-t-il un impact mesurable sur la réduction des risques dans la communauté? Bien, c'est pour ça qu'on le fait. Okay. On espère que oui, que ça ait un impact positif. En fait, des fois, c'est controversé parce que les gens peuvent avoir l'impression qu'on encourage la consommation. Non, mais pas du tout c'est ça, pas là. du tout ça. Il y a toute une recherche derrière cette approche-là. L'impact souhaité, c'est vraiment de sauver des vies, sauver des risques, sauver des consultations à l'hôpital qui peuvent être évitées. Fait que c'est vraiment le but de l'approche qui fait ses preuves, là, tu sais. On n'a rien inventé chez Don Rémy avec ça. Parce que là, on sait qu'ils vont consommer quand même, tout se vient de rendre le tout sécuritaire, exactement. finalement. C'est ça, l'histoire. Oui. Vous opérez également Côte-Ouest, qui est un espace loisir. Oui. Et on se retrouve là présentement, justement. Actuellement. En quoi ça consiste? Oui, l'espace loisir, bien, c'est une autre sphère chez nos personnes qui ont fait un cheminement en dépendance où ils doivent réapprendre à avoir des passe-temps, à redécouvrir leur passion, à découvrir des personnes qui, tout comme eux, ils ont un cheminement, ils ne veulent pas se retrouver avec de la consommation, tout ça. Fait que c'est un espace sécuritaire en ce sens-là. Okay. Ici, il n'y a pas de consommation, puis on souhaite que les gens demeurent proactifs. L'enjeu avec notre Côte-Ouest, c'est que parfois, il faut la fermer temporairement, soit par manque de personnel ou des fois, on fait face à des petits enjeux comme ça, mais on essaie le plus possible d'être capable d'offrir aussi ce service-là là, à ceux qui fréquentent les services parce que c'est pas négligeable d'avoir un bon réseau de soutien. Ça devient-tu un milieu d'entraide d'une certaine façon entre les gens aussi? Absolument, c'est ça, on le voit. Des fois, ils se connaissent ici, finalement, ils partent à un meeting ensemble ou ils viennent cuisiner ensemble, faire une activité. Fait que ils se créent tout ce beau se crée un réseau quand même d'amitié et d'autres. C'est cool.
Quelle est l'approche qui est privilégiée par votre organisme face aux problèmes rencontrés par votre clientèle? On travaille beaucoup dans la responsabilisation, l'autodétermination. La prise de conscience, en quelque sorte. Tantôt, tu parlais de « être toi, le ciel t'aidera Ouais, mais ça fait bizarre à dire. c'est ça. On est très conscient que c'est pas tout le monde qui a la même capacité à réaliser les mêmes choses. On s'adapte beaucoup au rythme, mais c'est très humain, c'est très personnalisé. Mais évidemment, tu n'as pas le choix de faire quelque chose pour qu'il y ait un changement. De t'investir d'une certaine façon. Fait qu'on prend toujours en compte c'est quoi tes besoins puis lesquels tu veux changer. Parce que des fois, ils ont des habitudes que moi, j'aurais pas puis qu'eux sont bien là-dedans. Puis on n'est pas là pour juger autres, ça, pas du c'est pas un espace de Nous, jugement on part du du tout. principe de quel changement tu veux apporter dans ta vie. Puis après ça, bien, voici les outils, mais les outils, Ou avec c'est à quoi tu eux. te sens pas bien dans ta vie présentement. C'est ça. Fait qu'après, c'est à eux de les mettre en place. Fait qu'on va beaucoup parler de responsabilisation puis de viser le changement, d'être proactif. On travaille beaucoup avec une approche d'entretien motivationnel. En conservant la motivation. Entretien motivationnel? Ben oui, c'est ça. On veut motiver la personne selon elle en est où dans son cheminement. Si on a une personne qui ne reconnaît pas avoir des problèmes de consommation, mais que pourtant est toujours en train de demander des services, on ne pourra pas l'aborder que la même personne qui dit « Hey, moi, j'ai arrêté de consommer puis je veux un boulot », exemple. Fait qu'on va ajuster nos interventions. La réalité n'est plus la même. Là. C'est ça, à dire, ben c'est quoi les bénéfices de faire ces actions-là puis d'atteindre tes objectifs et tout ça. Fait qu'on va être beaucoup dans cette responsabilisation-là des personnes. Mais comme on disait déjà, il faut que la personne veuille faire quelque chose, veuille faire une démarche. Sinon, ça ne se fera pas naturellement. Des fois, c'est des petits gestes qu'on change puis que, ça ouvre à d'autres choses, on vit des réussites puis on avance. Parfait. Est-ce que vous avez constaté une hausse des besoins au cours des dernières années? Ouais. Je sais que la pandémie est venue un peu chambouler. Ça a changé les besoins. Le coût de la vie a changé. On parle d'une augmentation des besoins de base souvent. Là. On parlait tantôt de nos services d'accueil inconditionnel. Bien, ils sont venus s'installer à cause de ces besoins grandissants-là. Je pense qu'au niveau des besoins en dépendance, ils ont toujours été là, sont encore là. On dit que ça fait au-delà de 50 ans qu'on est là. Progressé, ou... Est-ce qu'ils ont progressé? On voit des changements, des fois de tendance. Des fois, on côtoie les gens un petit peu plus jeunes qu'avant dans nos services, entre autres, d'hébergement. Les substances, maintenant, qui sont mélangées, qui sont puissantes, bien, font que la dépendance s'installe plus vite, plus jeune, amène des problèmes reliés, connexes à tout ça aussi, plus fort. Je te dirais, quand j'étais jeune, tu avais peut-être l'alcool, le cannabis. C'est ça. À part de ça, c'était un peu plus restreint, là. Exact. Fait que c'est sûr que c'est grandissant, malheureusement, mais on essaie d'ajuster nos services le plus possible là, pour essayer que ça s'estompe. Bien, je sais pas si ça serait magique de penser que ça pourrait s'enlever. Mais on est là, au moins. C'est plus difficile quand même. Mais oui, vous êtes là. Mais regarde, c'est sûr qu'avec l'affluence de toutes les nouvelles drogues dont on peut entendre parler... C'est ça. Mon Dieu, je suis là des fois, puis je regarde ça, puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait vécu à cette époque-là? C'est pas rose. Hein? Est-ce que avec quel partenaire travaillez-vous pour mener à bien vos nombreuses activités? Je pourrais pas tous les nommer. Il y en a quand même plusieurs. Il y en a beaucoup. Puis pourquoi il y en a beaucoup? C'est qu'on travaille en réinsertion sociale. C'est impossible d'être expert de tout ce qu'on touche. Je comprends très bien. Donc, si une personne a besoin au niveau du budget, notre job, c'est de la mettre en lien avec la bonne personne. Si elle veut faire son CV, apprendre à passer des entrevues. Il y a divers besoins. Vous ne pouvez pas gérer tout à même le même organisme. Fait que c'est ça. Notre travail au quotidien, c'est de réseauter ces gens-là puis les mettre en lien. Donc, les partenaires, je dirais, tous les organismes de la région sont nos partenaires parce qu'ils ont des expertises différentes. On travaille beaucoup avec le CIS de Chaudière-Appalaches aussi, l'accès aux services spécialisés en dépendance, les écoles en santé mentale, tantôt. Les écoles. Puis c'est la beauté de la réinsertion sociale, c'est que ça touche à tout. Fait qu'on parle avec tout le monde. OK. Fait que tout le monde est concerné d'une certaine façon. Là, j'ose pas les nommer, je vais en oublier, puis je vais offusquer personne, mais c'est ça, on travaille vraiment avec les partenaires. Donc, vous avez une grande mission. C'est quoi les principaux défis que vous rencontrez pour accomplir le tout? La dépendance reste quand même un sujet tabou. OK. Fait que je dirais que c'est souvent un enjeu, c'est de défendre la cause, la rendre séduisante, c'est peut-être pas le bon mot, mais
la dépendance, quand on commence à en parler, ça ébranle souvent. OK. Oh non, moi, ça va, ou je connais quelqu'un. Tu sais, c'est ça que ça touche tout le monde, la fait dépendance. briser les tabous Pourtant, d'une certaine façon, donc, puis la rendre. c'est ça. Fait que, tu sais, l'accès aux services, on est là, mais c'est sûr qu'on n'est pas la cause la mieux financée, la mieux parlée, la mieux représentée. Il y aura toujours ce tabou-là qui tourne autour de la dépendance, l'itinérance aussi. On travaille avec des gens qui, des fois, ont eu des comportements dérangeants, puis on a tendance, des fois, la population a tendance à venir généraliser, tu sais, parce qu'une fois, ils ont vu un toxicomane qui se comportait pas bien, fait que ça vient généraliser, mais là, nous, on a autant... Il y a des préjugés, finalement, qui C'est opèrent. ça, puis on a autant d'histoires uniques qu'on côtoie de personnes, là. Il y a tellement de belles réussites, c'est ce qu'on aimerait mettre de l'avant, mais bien, ça vient avec cette stigmatisation. Vous avez un exemple de belle réussite? Hey, mon Dieu, on en a tellement. Tellement, On en OK. a tellement. Les gens qui font des programmes chez nous repartent, se réinsèrent dans la société, ont des travails, des logements, ça va bien. Là. Ce qui Fait viennent que- vous voir, oui, des fois. oui, certains là, prennent le temps, puis c'est là notre paye, hein, de voir, même chez les jeunes, mais chez les adultes OK. qu'on accompagne aussi, vraiment, qui sont bien, font des bons choix, fait que, puis on ne s'attribue pas tout le mérite, on le disait tantôt, la personne est responsable de ce qui arrive. Nous, on lui a donné les outils, elle a Donner fait un coup ses de choix. main, finalement. Oui. C'est ça, mais vraiment, on a beaucoup plus de réussite qu'autre chose. Que de là. non-réussite, Fait que j'allais dire. C'est ça, fait que le préjugé est plate parce qu'on le voit parce que ça a été peut-être des fois choquant, ébranlant, qu'on ait vu une personne, mais si on constatait toutes les réussites, ouais, c'est une Ça belle doit être cause. ça qui est gratifiant, d'une Absolument. certaine façon. Oui. Voyez-vous des opportunités d'innovation ou de nouveaux services à développer présentement? Ou qu'il y a des services que vous aimeriez mettre davantage l'accent sur eux? Bien, on a un bon continuum de services. Je pense qu'on a été beaucoup dans l'innovation dans les Ouais, 2 quand dernières même, années, oui. quand même. Fait que là, Effectivement. on est beaucoup dans une étape de consolidation. Ce qu'on a OK. mis en place en 2 ans, on va C'est s'assurer déjà, que ça persiste remarquable, et tout oui. ça. Tu sais, dans les continuums de si on rêve grand, il nous manque à peu près juste une thérapie à nous pour dire OK. qu'on ferait le continuum. Mais on a tellement des bons partenaires dans ce sens-là aussi qu'actuellement, on travaille comme ça en partenariat. Mais je pense que l'innovation a été marquée plus dans les Ouais. années qui viennent de passer que dans les prochains Il y mois. a On va le beaucoup de choses qui se sont développées, finalement. On veut vraiment le consolider, puis des fois, d'être partout, bien, tu sais, c'est saupoudré, on n'est pas assez au même endroit. Fait qu'on va prendre le temps de bien installer, mais on manque jamais d'idées. OK. Donc, c'est Mais pas comme t'as dit, impossible. c'est important à une certaine période, Ouais. je pense, de consolider C'est ça. tout ce qu'on a mis en bien place. comprendre nos services, il faut que les gens aussi le comprennent, tu sais, parce que les références, c'est important, l'accompagnement, tout ça. Fait qu'on va être là-dedans là, dans les prochains mois. Parfait. Quel est le rôle de la directrice générale des employés et aussi l'importance des bénévoles pour votre organisation? Oui, bien, si je parle de direction générale, Oui, en pour fait, commencer. bien, c'est de s'assurer à la bonne gestion de tout, qu'on parle de ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières. Moi, je dis souvent qu'un directeur ou une directrice générale, c'est le chef d'orchestre. C'est ça, c'est un peu ça. Hein? On détermine les enjeux, les priorités, on veut s'assurer. On parlait de consolidation, bien, c'est bien beau mettre des choses en place, mais il faut s'assurer que tout ça tienne son cours aussi. Puis il y a tout de soutenir l'équipe, là. Pour nous, c'est super important. On a des gens avec des expertises. On veut que ça se passe bien, que ce soit des belles expériences pour tout le monde, pour qu'ils soient capables d'offrir un service à la juste valeur. Donc, au niveau bénévole, c'est un petit peu moins dans notre approche parce que dans les services rendus, c'est beaucoup offert par des gens. intervenants, Oui, davantage. c'est ça, davantage, mais ça reste qu'on est chanceux parce que quand on vient pour faire des activités dans le temps des fêtes ou des activités un peu plus grandes selon les thématiques de l'année, on a toujours des personnes impliquées parce qu'ils ont passé soit par l'hébergement, nos autres services, par ici, la Côte-Ouest, qui ont le goût de redonner. Fait que quand vient le temps de faire appel à nos bénévoles, on a des gens là, quand même très assidus, puis on est contents. Puis au niveau des intervenants, est-ce qu'il y en a dans différents domaines, au fond? On a beaucoup d'éducateurs spécialisés. OK. On a des travailleurs sociaux. On a des personnes en soins infirmiers. On a des possibilités aussi au niveau de la criminologie. OK. Donc, mais ça tourne tout autour OK. du domaine social, l'intervention, là, OK. principalement. Et ça regroupe combien de personnes, finalement? On est rendu en tout une trentaine de personnes. Quand
même, là. OK. Oui, je crois Mais 31 regarde, pour être précise. Mais les besoins sont là de C'est toute ça, façon. Là. Oui, c'est ça. Puis avec tous nos secteurs d'activité, quand on combine tout le monde, ça nous fait une grande équipe. On a jasé un peu, mais quel impact concret observez-vous chez les personnes qui bénéficient de vos services? Bien, j'en parlais tantôt, il y a beaucoup de réussite, mais tu sais, l'ultime, c'est quand ils sont rendus chez eux puis qu'ils sont en maintien dans une stabilité résidentielle, dans une stabilité de toute leur sphère de vie, maintiennent leur emploi, leur retour aux études. Ils ont leur objectif d'atteint. Là, fait que c'est beaucoup... on travaille beaucoup en stabilité résidentielle. C'est et de là voir... comme on disait tantôt, Oui. c'est là que c'est gratifiant, au fond. Exactement. Puis des fois... De voir les réussites qui s'opèrent, finalement, au niveau individuel. Puis, les gens qui passent par le refuge, bien, ça peut être de les avoir orientés vers une nouvelle ressource, mais qui répond parfaitement à leurs besoins aussi. Fait que je dirais ça. On constate différentes initiatives de votre part. J'ai vu le bar alternatif, finalement. La première fois que je l'ai vu, je pense, c'était à la paroisse de Disraeli, OK. Qui inaugurait la nouvelle passerelle au Parc du Pouvoir. Je pense que c'est la première fois que j'ai eu conscience de ça. C'est très probable. Et je me suis dit, OK, mon Dieu, c'est intéressant. Oui. Ça fait en quelque sorte partie de vos activités de sensibilisation, si je comprends bien. C'est un service aussi qu'on est venu ajouter là, dans les dernières années. Quand on a fait cet événement-là, c'était dans nos premiers. Là. On a commencé à déployer ça. On a eu la chance là, de développer des services mobiles avec notre petit camion. Là. On parlait d'enjeux de transport. Des fois, c'est difficile pour les gens de venir ici. Donc, on veut aller vers les gens. Et les ramener ici, en quelque sorte. Si besoin. Des fois, ça peut être de les ramener. Des fois, c'est suffisant aussi l'intervention qu'on a faite spontanément. Mais la présence de bars alternatifs comme celui auquel tu as participé, on est dans différents milieux festifs, festivals. Tantôt, on parlait de banalisation, de consommation, tout ça, mais c'est d'être plus proche de la population aussi, qui ne vient pas fréquenter les services parce que j'ai pas besoin d'hébergement, j'ai pas... mais ça reste que la prévention est une approche, qu'on le sait, c'est gagnant. Plus on va en parler aux gens, plus on va les amener à se questionner, à réfléchir, bien, plus on va éviter le problème qui s'aggrave. Donc, c'est le but d'être là en milieu festif, mais aussi d'offrir une alternative à ceux qui font le choix de ne pas consommer. Il y a très peu d'offres. Là. Il y a beaucoup de produits sans alcool, mais avec un manque d'offres souvent. Fait qu'on est là pour amener cette diversité, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Ça fait une prise de conscience aussi. Moi, quand j'avais vu ça, ça avait fait comme... Wow! Tu sais, OK, ça fait différent. C'est ça. C'est quelque chose de nouveau, puis c'est quelque chose qui, en même temps, fait la promotion de vos valeurs aussi. C'est exactement ça. Est-ce que votre organisme offre des services dans d'autres endroits en région que Thetford-Mines? Bien, physiquement, on a un seul local. Vous êtes localisé ici, c'est ça. Ça reste que dans nos services de soutien à domicile ou de bars alternatifs, tout ça, on se promène dans la MRC des Appalaches. La MRC est vaste quand même. C'est très grand, puis c'est beau la garder, je dis souvent, jusqu'à Saint-Jacques-de-Lys. C'est quand même une bonne distance. Bien, c'est une bonne trotte, en effet. Fait que oui, il y a certains de nos services comme ça qui peuvent s'ajuster là, à aller à domicile, mais on n'a pas de bureau là, ailleurs. Il n'y a pas d'activités qui sont organisées ailleurs non plus, au fond. C'est vraiment ici que ça se passe. C'est ça. Mais vous pouvez nous inviter à vos activités, puis on se déplace avec notre camion. Dépendamment de ce qui est attendu, là, mais c'est pas impossible. Avec votre bar alternatif, par exemple. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres priorités dans les prochaines années? Ou, bien, les priorités, on y va vraiment comme consolidation, dont je disais tantôt. Exercice de stabilisation. Voilà. D'une certaine façon. Parfait. Que faudrait-il améliorer collectivement, selon vous, pour mieux soutenir les personnes aux prises avec des dépendances ou qui sont en situation d'itinérance? Bien, c'est de comprendre qu'il y a un humain derrière, je pense. Puis, tu sais, on parlait de préjugés tantôt, de stigmatisation. Bien, c'est de se rappeler que ces gens-là sont pas arrivés là hier. Tu sais, je veux dire, il y a eu des traumas dans la vie de ces gens-là. Il y a eu un manque de filet de sécurité, un manque de filet social pour plein de raisons. Mais il ne faut pas les juger coupables trop vite. Il faut se rappeler qu'ils sont en on n'est pas dans leurs souliers. Là, c'est ça, on est en constante évolution. Des fois, juste un sourire, un beau bonjour, puis c'est correct. Là. Moi, je dis toujours, quand vous croisez nos gens en réinsertion sociale sur la rue Notre-Dame, ils ont travaillé pas mal plus fort que moi puis vous, parce que le cheminement qu'ils ont fait est assez impressionnant. Il faut les valoriser, il faut les féliciter, puis il faut aussi comprendre que leur rythme, des fois, ça peut nous paraître long.
Mais ça fait des années, des fois, qu'ils sont pris dans toutes sortes de situations. Fait qu'il faut être un peu patient. Fait que... Je veux dire, c'est pas tout le monde qui évolue au même niveau. Non, c'est ça. Pour des personnes, ça peut être plus rapide, mais fait qu'il regarde, tu vas faire une thérapie, tu tombes en rechute. Il faut faire attention à l'étiquette qu'on vient à poser sur ce profil de gens-là. C'est ça, je disais. On ne sait pas où que les gens sont passés, au fond. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Donc, ils ont vécu quelque chose, assurément, parce que personne ne souhaite de se rendre là dans son cheminement, puis il n'y avait pas ça comme objectif de départ. Là. Fait que... Y a-t-il un message que vous aimeriez transmettre concernant les dépendances et l'itinérance? Bien, je pense qu'il faut oser demander de l'aide, il faut oser s'outiller, il faut oser poser des questions. Je vais prendre nos services en prévention. On est présent dans les écoles, puis des fois, les parents disent « Hey, non, moi, je veux pas, je suis content, mon enfant ne te connaît pas. » Et pourtant, on est là en prévention. Donc, il y a des... Ben oui, parce qu'on veut pas, on a les yeux fermés sur la dépendance. On a des grosses œillères là, qui vont même devant. Ça fait peur, c'est confrontant aussi. Fait que je dirais juste outillez-vous, demandez de l'aide, posez des questions. Si vous êtes curieux ou si vous êtes inquiet, bien, on est là pour accompagner les gens. Puis c'est correct, tu sais. Les gens, la dépendance touche tout le monde, là. Fait que c'est correct de s'en parler. Il n'y a pas personne à l'abri. Il n'y a personne à l'abri dans aucun passage de sa vie, là, que ce soit en jeunesse, en adulte. Peut être très pertinente. Oui. Parce que, regarde, ça va déjà faire une approche. C'est ça. On vient outiller puis on fait des meilleurs choix. Oui, parfait. En terminant, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser à la population? Bien, comment dire, parce que je ne veux pas non plus me répéter, mais souvent, Don Rémy est encore méconnu malgré ses 50 ans et plus. Fait que, encore là, on est très accessible, on est très disponible. Osez venir vers nous avant qu'il soit trop tard. Puis, soyez empathiques avec les gens que vous croisez. Puis les bureaux, c'est vraiment ici, sur la rue Cahouette. C'est presque pas au moyen de vous contacter, au fond. Bien oui, ça peut être via le site Web. On a un petit clic, là, demande d'infos, demande d'aide. Ça peut être par là. Ça peut être en nous appelant aussi. Là, ou en venant vous visiter. Ou en venant directement. Là, c'est ouvert à tous les jours de 8h à 20h. Il y a une intervenante qui est là pour répondre aux besoins. Puis vous dirigez, hein? Ça se peut que vous vous trompez d'endroit, puis c'est tellement pas grave. On va juste vous accompagner vers nos partenaires. On le disait tantôt, on connaît tout le monde, donc... Parfait. Hey, je terminerai avec une petite phrase de votre président du CA, M. Jean-Philippe Gourde, que je trouvais très intéressante. Il disait « La réinsertion sociale, ça passe d'abord par la relation humaine, par l'écoute, le respect et le courage de croire au potentiel de chacun. Et tant que nous continuerons à marcher ensemble, les défis ne seront jamais trop grands. » Voilà. Je pense que ça résume beaucoup de choses quand même. Absolument. Tout ce qu'on vient de se dire se résume par cette belle pensée-là. Parfait. Merci beaucoup, Mme Dubuc. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Avec et bonne plaisir. fin de journée. Merci.